Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Erwan Talok, CEO de Combodo et Product Manager d'Itop et du Designer. Et bonjour à tous, je suis Planck Benjamin et je suis le product owner d'Itop. Voilà, donc effectivement, Benjamin qui, depuis quelques mois maintenant, a remplacé Alexandre, qui s'occupe de l'avant-vente chez Combodo. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui la version Itop 3.2. Donc qui est, vous allez voir après, la nouvelle LTS d'Itop. Une fois qu'on aura fait la présentation et quelques démonstrations de certaines nouveautés, on vous parlera également de la suite, qu'est-ce qui va venir dans les mois qui viennent avec cette 3.2. Et puis, comme l'a précisé Delphine, on fera une séance de questions-réponses pour essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc effectivement, la 3.2, c'est la nouvelle LTS, elle est là. Donc il y a pas mal de choses à dire sur la notion de LTS. Et donc je vais laisser Benjamin vous parler de tout ça avant que je vous parle moi des nouveautés qui sont spécifiques à la 3.2. Oui, on est très fiers aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle 3.2. Donc, on va commencer déjà par un petit rappel sur qu'est-ce qu'une LTS. Donc, nous, on a commencé à traiter nos produits en tant qu'LTS depuis la 2.7. Donc, c'était la première version LTS de Combodo d'Itop. Et du coup, une version LTS, c'est une version qui a pour but de durer longtemps. Là, dans le cadre de la 2.7, elle a duré 5 ans. L'idée derrière CLTS, c'est de pouvoir vous proposer une plateforme qui est stable et qui va tenir dans la durée. Donc pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être le plus à jour possible sur les langages et sur les technologies qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc la 3.2 est compatible jusqu'à PHP 8.3 et MariaDB 10.12. On est toujours compatible MySQL, mais on a tendance à préférer MariaDB pour des problèmes de performance essentiellement. Ne vous en faites pas, la 2.7 est toujours maintenue et elle va encore être maintenue pendant 1 an. Donc il y aura des bugs, des fixes de sécurité qui vont être faits jusqu'en septembre 2025 du coup. Pour rappel, depuis la version 2.7.0, on a corrigé à peu près 300 bugs, donc des bugs de sécurité, mais pas que. Donc une LTS, c'est vraiment une version qu'on maintient dans le temps. Donc, étant une version LTS, on n'a pas voulu qu'elle soit disruptive, mais elle va réintégrer, elle va consolider toutes les évolutions qu'il y a eu depuis la version 3.0. Donc, on a travaillé sur l'ergonomie. Ceux qui vont faire le saut entre la 2.7 et la 3.2, effectivement, verront une nette amélioration en termes d'ergonomie. On a amélioré la grosse force de notre outil, les capacités de personnalisation d'Itop, et on va continuer à se concentrer là-dessus. On a amélioré la gestion de l'audit, qui est plus puissant aujourd'hui. On a travaillé sur la gestion de l'authentification et notamment la délégation d'authentification, tout ce qui est SSO. Donc on vous en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis, un des gros travaux de cette 3.2 aussi, c'était la mise à jour de notre éditeur HTML. Donc maintenant, on a pu passer sur CK Editor version 5. Vous verrez ça aussi un petit peu plus tard. Et enfin, on a travaillé sur tout ce qui est amélioration des notifications. Donc tout ce qui est notification mail. Il y a une petite nouveauté que je vous réserve pour la suite. Les webbooks, etc. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on a fait depuis la 2.7 et qui sont consolidés en 3.2. Donc la LTS, c'est une version qui a pour but évidemment d'être robuste, de tenir dans le temps. Là, vous voyez un petit graphique de la fragmentation des versions e-top chez nos clients. Vous voyez finalement, il y a quand même la moitié de nos clients qui suivent les versions et qui ont confiance dans les versions, y compris les STS. Donc on a près de 50% de nos clients qui sont en 3.1 à l'heure actuelle. On voit qu'on a 18% de personnes en 3.0, donc je pense que c'est essentiellement des gens qui étaient intéressés par le nouveau look. Et puis il reste 26% de gens qui attendent la 3.2 avec impatience et qui sont encore sur la 2.7. Pour la 3.2, on a continué quelque chose qu'on avait commencé en 2.7, à savoir que sur les versions LTS, on fait des audits de sécurité.
sur nos produits. Et sur la version 3.2, il y a eu 4 sociétés différentes qui ont audité le produit, ce qui nous a amené à corriger 15 failles de sécurité. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et on travaille tous les jours à faire en sorte que GitHub soit un outil sécurisé et sécurisant pour vous. Évidemment, on a aussi mis à jour le designer. On sort une 3.2 et il faut que vous puissiez la customiser. Donc le designer est prêt aujourd'hui pour accueillir les instances 3.2. Et on a travaillé sur toutes les extensions pour que les extensions soient évidemment compatibles 3.2 également. Donc je vais vous parler un petit peu de la migration. Déjà pour vous rassurer, sachez que nous, on utilise GitHub 3.2 depuis juin. Donc si vous avez créé des tickets chez nous, si vous êtes allé voir des documentations sur notre portail, vous avez vous-même utilisé la 3.2. Donc ça se passe bien. Je vous inviterai évidemment à prendre connaissance de toutes les notes de migration. On a fait un gros travail de documentation, donc n'hésitez pas, tout est documenté dans notre wiki et sur le hub. Et puis, pour les clients de Combodo, vous avez l'habitude maintenant, mais vous savez que vous pouvez demander un audit de pré-migration. On est là pour vous accompagner et pour vous aider dans cette démarche. Maintenant, pour les gens qui vont faire le saut entre la 2.7 et la 3.2, on a des petites recommandations à vous donner, notamment le travail sur l'accompagnement du changement. Parce que entre la 2.7 et la 3.2, comme je vous l'ai dit précédemment, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie. Donc ça devrait être plus facile pour vos utilisateurs, mais le changement est toujours quelque chose qui peut être un petit peu délicat suivant les personnes. Donc n'hésitez pas à travailler à l'accompagnement de ce changement dans votre organisation. Il n'y a pas de version commune de PHP entre 2.7 et 3.2. Il y a eu 5 ans entre les deux, donc c'est normal. Et du coup, il va y avoir un petit travail d'infrastructure. Il n'y a rien de sorcier, mais il faut l'avoir en tête avant d'attaquer cette migration. Et puis un autre petit point qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui on est sur du PHP 8 et PHP 8 est beaucoup moins permissif que PHP 7, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, il va falloir regarder si vous avez fait des modules, si vous avez fait un petit peu de code dans GitHub, il faudra peut-être regarder ce code pour le rendre un petit peu plus robuste. Il y a des choses qui pouvaient passer dans les précédentes versions de PHP qui pourraient mettre des warnings ou carrément des erreurs si vous n'êtes pas vigilant à ce point-là. Évidemment, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais on teste en staging, hein, on ne migre pas la production sans avoir bien validé sa plateforme avant. Voilà. Erwan, peut-être que tu vas nous parler des nouveautés un peu de cette 3.2 maintenant. Ouais, juste un petit commentaire ou un complément sur ce que vient de dire Benjamin. Nous, par exemple, chez Combodo, on a quelques customisations qui font des automatisations, que ce soit des synchronisations de données ou des choses comme ça. Un petit exemple tout bête pour illustrer le côté moins permissif de PHP 8. Nous, on avait une synchronisation avec Odoo qui tolérait en PHP 7 des divisions par 0. Voilà, c'est pas génial, mais ça le tolérait. Le jour où on a passé en prod notre e-top en 3.2, donc début juin, on a aussi changé la version de PHP et cette synchronisation marchait plus parce que PHP 8 ne tolère plus ça. On était persuadé que c'était à cause d'e-top et de la version 3.2 et de ce qu'on avait changé dans e-top. Absolument pas, c'était juste une restriction, on va dire un côté moins permissif de PHP. Donc voilà, c'est un vrai point de vigilance parce qu'on sait que certains clients, certains partenaires et nous-mêmes pour les clients, on est parfois amené à faire quelques petites fonctions pour automatiser des actions, changer des choses. Vraiment tester bien ces automatismes avec des vraies données si possible. Nous, typiquement, c'est avec les vraies données qu'on a vu le problème. Avec des fausses données, on ne les voyait pas. Aussi, je le rappelle, on le dit souvent en formation, avec des utilisateurs non administrateurs, puisque parfois, il y a du code qui est fait avec certaines spécificités pour certains utilisateurs. Voilà, donc, parce que nous, on peut auditer tout ce qu'on a changé dans e-top d'un point de vue code, d'un point de vue fonctionnalité, mais on ne peut pas auditer le code qui est spécifique à vos adaptations.
Donc du coup, comme l'a dit Benjamin, la 3.2, c'est une version qu'on a voulu robuste. On a un peu changé de stratégie par rapport à la 2.7. On avait fait plein de changements disruptifs et on a galéré pendant 3 à 5 mois à stabiliser tout ça. Là, on va dire que la 3.2, c'est plutôt une version de maintenance de la 3.1, avec quand même pas mal d'évolutions et de contrôle au niveau de PHP 8. Mais on n'a pas pu s'empêcher de rajouter quelques nouveautés qui étaient cohérentes avec ce qu'on avait fait depuis la 3.0 et la 3.1. Donc la première nouveauté qu'on a mis en place, qui était une demande de pas mal d'utilisateurs, c'est de pouvoir faire des notifications directement dans eTop au niveau de la petite clochette qui se trouve dans la console. Donc l'objectif de ça, à la base, c'est de réduire l'envoi de mails. On peut très vite, par souci de communication ou de notification des différents utilisateurs, envoyer plein de mails, alors qu'un certain nombre de gens travaillent dans la console directement et pas mal de clients nous avaient demandé à avoir directement l'information dans eTop. Donc on utilise la petite clochette. J'aime bien ce terme clochette, qui est un peu plus sympathique que la cloche. Bon, en anglais, ça s'appelle bell, mais là, voilà, donc, clochette, c'était sympa. Et c'est là-dedans qu'on va afficher les messages qui concernent l'utilisateur connecté. C'est utilisable pour tout événement qui arrive dans eTop, la création d'un objet, la mise à jour, la suppression, etc. Et c'est pour l'instant uniquement dans la console. Alors pour plusieurs raisons. Un, des raisons techniques qui auraient nécessité de faire beaucoup de changements dans le portail qui était quand même potentiellement déstabilisant. Et de deux, on est parti du principe qu'une grande partie des utilisateurs, peut-être pas tous, quand ils sont dans le portail, ils y sont pas tout le temps. Ils y vont quand ils ont un message, là pour le coup par mail. Donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant c'est focalisé dans la console. Donc des messages vont apparaître. Et l'utilisateur, en cliquant sur ces messages, va accéder directement à une URL qui correspond en général à l'objet qui a notifié les informations dans eTop. Alors, quelques cas d'usage par rapport à ça qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est, voilà, je suis un agent de support, je travaille dans eTop. Je passe d'un ticket à l'autre, voire même j'ai plusieurs onglets, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'assigne un ticket. Automatiquement, je vais avoir une petite pastille rouge qui va apparaître sur la clochette, et quand je vais cliquer dessus, je vais voir mon nouveau message. Si j'y suis pas allé depuis un certain temps, je vais avoir potentiellement plusieurs messages. Deuxième cas d'usage, j'envoie une question à mon client, je travaille sur un autre ticket, il me répond, automatiquement, je vais avoir un signe qui va m'informer. Alors, on n'interroge pas le serveur eTop toutes les secondes. Il y a une variable qui permet de paramétrer à quelle fréquence on va chercher. Et puis, autre exemple de notification qui pourrait être utile. On a une mention dans un ticket. Quelqu'un fait appel à nous. Boum, on va être informé. Moi, personnellement, toutes ces informations-là chez Combodo, je les avais dans des mails. J'en ai un peu marre d'avoir plein de mails tout le temps. Donc voilà, je suis dans la console eTop, j'ai une notif, je vais voir, je suis informé, je clique, j'ai l'information. On pourrait s'en servir pour plein d'autres cas d'usage, informer quelqu'un qu'un contrat va être à renouveler ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est maintenant intégré à eTop. En plus, pour les gens de la communauté, d'informations qui pourraient venir du hub. Voilà, tout ça va se cumuler. Je vous ferai une petite démo juste après pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis connecté en tant qu'agent de support. Et vous voyez que tout de suite, j'ai un petit signe distinctif qui me dit que j'ai 5 messages. Quand je clique là, sur cette petite fenêtre, je vais retrouver les différentes news qui m'ont été envoyées. Alors, pour des soucis de démonstration, vous voyez que je suis pas très attentif. J'en ai quelques-unes qui datent de quelques jours. Elles sont triées par ordre de priorité que l'on peut définir dans le système de notification. Et si je vais par exemple dans celle-là qui m'a été assignée, je vais automatiquement atterrir sur l'interface. À partir du moment où j'ai fait ça, la news est considérée comme étant vue et donc elle va disparaître de mon système. Si je veux voir tous les messages d'un coup, je vais pouvoir cliquer ici. Si je veux tout supprimer parce que les informations qui étaient affichées à l'écran me suffisent, je peux aussi tout supprimer. Si je vois tous les messages, j'ai une interface qui va me permettre de supprimer certaines informations, toutes les supprimer en fonction de ce que je veux faire.
Donc ça, c'est un premier élément qui va être pratique. En général, on va plutôt utiliser l'interface qui est ici. Autre chose qu'on a réintégré au niveau des notifications, c'est une extension qui s'appelle eCalendar Invitation, qui est utilisée depuis 7-8 ans maintenant par pas mal de clients, 25 je crois, et pour lequel on a fait une évolution au printemps. Donc on a décidé de la réintégrer dans eTop Professional. Et cette extension, en fait, vous permet de fournir une fonctionnalité de synchronisation entre des éléments eTop et vos calendriers, que ce soit Outlook, Google ou Office 365. En gros, c'est basé sur ICS. Donc, on va dire toutes les messageries qui supportent ça doivent normalement supporter ce mécanisme-là. Et gros intérêt, comme je vous disais, c'est que avant la modification ou la mise à jour du mois de mars ou avril, le système faisait que de la création. Ça vous crée une entrée de calendrier dans l'un de vos calendriers sans gérer de mise à jour. Bah, grâce à certains clients qui du coup avaient le besoin et qui nous ont aidé à développer cette fonctionnalité-là, maintenant le système va être capable de mettre à jour une invitation, par exemple si une date change, ou de supprimer l'invitation si on a décidé de supprimer l'élément correspondant dans eTop. Donc pareil, quelques cas d'usage. Bah, le premier, c'est dans eTop, on peut créer des tâches sur les différents tickets, que ce soit des incidents, des demandes d'utilisateurs, des changements ou autres. Cette tâche, elle est assignée à quelqu'un. On pourra automatiquement créer une entrée dans le calendrier de cette personne pour qu'il puisse avoir l'information sur cette tâche à faire. On change la date de démarrage de la tâche, et ben il va recevoir un nouveau mail qui permet de mettre à jour le calendrier. On supprime la tâche, on la déplace, idem. C'est valable également pour un changement, par exemple. J'ai un changement qui est planifié, je vais devoir faire une intervention dans la soirée, je sais pas, sur une application. Ben, je synchronise ça avec mon calendrier et hop, j'ai un petit rappel directement dans ma Outlook pour pas que j'oublie que ce soir j'ai un changement et qu'il faut pas que je rentre chez moi tout de suite. Dernier exemple, qui est peut-être moins technique, ben, ça permet aussi de gérer des renouvellements de contrats. Je peux très bien avoir une invitation dans mon calendrier tel jour ou tel jour avant le renouvellement de mon contrat pour que j'oublie pas de le faire. Et il y a tout un tas de cas de figure qui seraient possibles. Je vous ferai une petite démo pareil après avec un petit exemple basique. Donc, je vais vous montrer un exemple tout bête d'action que j'ai paramétré. Je suis sur mon ticket numéro 03. On va pouvoir créer des tâches sur ce ticket-là. Donc, par exemple, je vais configurer une tâche ici. Cette tâche, je vais l'assigner à quelqu'un qui a un calendrier Google. Voilà, c'est Charlie Jones. Il a actuellement un calendrier Google qui est ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans eTop, je vais lui créer une tâche pour ce soir. Donc, je vais tout simplement aller dans eTop ici, ajouter une tâche. Par exemple, c'est un problème de bourrage papier sur l'imprimante, ben, passer, voir ce qui se passe. Je vais l'assigner à l'équipe qui gère ça, donc Charlie. Je vais lui mettre un certain nombre d'informations, vérifier que ça remarche. Je vais mettre 2 lignes pour voir ce qui se passe et faire un test. Voilà, on prévoit de faire ça, allez, à 18h ce soir. Pour info, le système aujourd'hui met la date pré-remplie avec la date de maintenant. Et j'ajoute ma tâche. Voilà, donc j'ai ajouté ma tâche sur mon ticket. Si je regarde en détail cette tâche, j'ai une notification qui a été déclenchée. Voilà, c'est une notification de type invitation. Voilà, donc elle a été envoyée à Charlie Jones. Si je vais voir ici dans mon calendrier Google, j'ai bien ma tâche planifiée qui est arrivée. Donc c'est une invitation classique. Hein. Donc je peux l'accepter, je peux faire un maybe, etc. Donc là, je vais valider. Donc automatiquement, dans mon calendrier, je vois mon invitation qui est apparue. Donc là, jusque-là, tout va bien. C'était le fonctionnement de cette fonctionnalité dans l'extension avant le mois d'avril. Si je reviens maintenant sur ma tâche, qui est ici, et finalement je dis non, mais 18h, en fait, ça va pas être possible parce que j'ai une autre information, je vais le faire à 19h. Ou je vais le faire le lendemain.
j'applique ma modification. Le système va envoyer une deuxième notification. Il est en train de le faire, c'est en temps réel, voilà. Donc j'ai une deuxième notification qui a été envoyée, mais le système est suffisamment intelligent pour savoir que c'est le même élément. Donc si je reviens ici et que je regarde la liste de mes mails, j'ai un nouveau mail qui est apparu. OK. C'est de 7h à 8h, j'accepte, et vous voyez qu'automatiquement, dans mon calendrier, je vais me rafraîchir pour qu'on voit bien, j'ai accepté de 7h à 8h. Et si je regarde mon invitation, j'ai la description de ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc c'est pas la data synchro via des API, etc. Hein, il y a une action de l'utilisateur à faire puisqu'on se base sur les mécanismes d'envoi d'invitation par mail. Mais maintenant, on va pouvoir gérer la création, la modification, la suppression, etc. en fonction du paramétrage des événements et des notifications que vous aurez paramétrés dans ETAP. Ensuite, comme on a mis en place un nouveau système de notification, en plus des emails, on s'est dit, ça serait quand même bien que l'utilisateur puisse se désinscrire au système, à l'un ou à plusieurs systèmes de notification. Certaines personnes dans le passé nous avaient demandé à pouvoir dire non, mais moi je suis tout le temps dans ETOP, je vais voir des tableaux de bord, j'ai pas envie d'avoir de mail, j'ai même pas envie d'avoir de news. Ils veulent rien. Pas de souci, on verra que maintenant ça va être faisable. Il y a un espace qui va permettre à l'utilisateur d'aller désactiver des notifications qu'il a déjà reçues. Tant qu'il n'a rien reçu, il ne se passe rien, mais ensuite il va pouvoir le faire. Dans certains cas, on pourra laisser l'utilisateur choisir. Je vous ferai une petite démo pareil après pour vous montrer différents cas de figure. Donc on pourra laisser l'utilisateur choisir entre je veux des mails, je veux des news. Mais on pourra aussi, au niveau de l'administration d'ETOP, contrôler ce que l'on veut faire. Et donc, on a mis en place un système donc, qui se configure au niveau des déclencheurs, au niveau des événements, pour permettre à l'administrateur d'empêcher, dans certains usages, la désinscription. Par exemple, nous, ce qu'on a fait chez Combodo par défaut, c'est que quand on mentionne quelqu'un, on l'autorise à enlever soit les mails, soit les news, donc les petits messages qui apparaissent dans la clochette, mais il doit en avoir un des deux. Donc ça va être quelque chose qui va être possible, c'est ce qui est surligné en bleu. Dans certains cas, on permettra la désinscription totale, et dans certains cas, on pourra dire non, non, on empêche, on veut par exemple que les gens reçoivent un email ou une news quand ils ont une demande utilisateur à approuver. Donc voilà des cas de figure qu'on pourrait mettre en place. Si à un moment donné, certains messages qu'a configuré l'administrateur m'intéressent peu et que je veux me désinscrire, je vais pouvoir cliquer sur cette petite icône ici, avoir la liste des différentes notifications que j'ai reçues. Vous voyez ici, par exemple, je reçois des notifications quand je suis mentionné, quand on met à jour le journal, quand on m'assigne le ticket, quand il y a une approbation qui m'est demandée. Et je vais voir les différents canaux qui ont été paramétrés par l'utilisateur. C'est à ce niveau-là que je vais pouvoir, par exemple, me désinscrire. J'ai plus envie d'avoir de messages quand on m'envoie, quand on met à jour le journal public. Je peux supprimer la news. L'administrateur m'a autorisé à le faire. Vous voyez que si je reclique dedans, je vois la liste des canaux qui sont disponibles. Je peux en faire de même quand quelqu'un me mentionne. Et si je veux tout supprimer quand quelqu'un me mentionne, le système m'avertit que je ne suis pas autorisé à tout supprimer. Il va donc falloir que je choisisse soit entre une news, soit entre une notification. Je peux donc réactiver la news, supprimer la notification en fonction de ce que je veux faire. Et puis par exemple, pour cet événement-là, cette information, l'administrateur n'a configuré qu'un envoi par news et il m'a empêché de le désactiver. Donc vous voyez que c'est grisé, je ne peux pas le désactiver et donc du coup, je recevrai tout le temps des messages. Si l'ensemble des agents se plaignent, peut-être que l'administrateur changera d'avis, mais c'est à l'administrateur d'ETOP de configurer ces choses. Voilà, donc l'interface, on a essayé de la faire simple, intuitive, et ça va dépendre, bien évidemment, des différents messages que vous avez paramétrés dans vos ETOP. Il y a une deuxième chose au-delà des notifications qui a été faite et qui est à l'initiative d'un de nos développeurs dans l'entreprise, Stéphane, qui dans la continuité de la version 3.0 et 3.1 où on avait mis en place dans
dans le framework de l'interface graphique d'ETOP toute une capacité de customisation du style. Et ben, il a poussé la customisation jusqu'à faire des thèmes permettant à des personnes malvoyantes de mieux utiliser ETOP. Donc, la première chose qu'il a faite, c'est 2 thèmes pour des daltoniens, donc liés à 2 problématiques de daltonisme, la protanopie et la deutéranopie, c'est très compliqué à prononcer, ainsi que la tritanopie. Donc, vous voyez dans l'image là que je présente que l'utilisateur, donc c'est utilisateur par utilisateur, peut choisir ces modes-là qui vont jouer sur les couleurs qui posent problème à ces types de daltonisme. Deuxième thème qu'il a fait, donc sur la base du thème par défaut, c'est un thème à contraste élevé pour les personnes qui ont du mal à distinguer les formes. Donc vous voyez là dans l'exemple que je montre, chaque zone, les tableaux, les boutons de recherche, voire même les actions, vont être encadrés de zones noires qui permettent de dissocier les éléments. Donc là, c'est un travail qui est intéressant et qui va permettre justement à ces personnes-là de mieux visualiser les choses dans ETOP. Et ça nous a permis, en faisant des tests avec un plugin Google qui teste l'accessibilité, de passer les règles WCAG-AA. Donc, ce n'est pas une certification qu'on a passée, c'est plutôt une évaluation. Et donc, on est passé d'une note de 2,8 dans ETOP 2.7 à une note de 100 dans ETOP 3.2. Voilà, donc c'est intégré dans ETOP, que ce soit les versions communautaires ou les versions produits, et on espère que ça va améliorer l'accès à ces personnes-là, toujours dans la logique de faire en sorte que tout le monde puisse faire de l'utile. Dernier thème que l'on a mis en place, c'est un thème compact, qui est compatible pour Full Moon et Dark Moon, suite à une demande de certains utilisateurs qui ont migré en ETOP 3.0 ou 3.1 et qui voulaient garder le côté dense de l'affichage qu'on avait en 2.7. L'affichage 3.0 est un peu plus aéré, donc affiche moins d'éléments parfois à l'écran, et certaines personnes préféraient l'ancien affichage. Donc ça fait pas un style 2.7 avec les couleurs 2.7, hein, on a gardé le style moderne de la 3.0, mais ça compactifie les éléments dans les tableaux ou dans les affichages, dans les dashboards. Voilà, donc ça permet, pour ceux qui auraient une résistance au nouveau style, au changement lié au nouveau style, d'avoir une petite nuance. Je rappelle qu'il est possible aussi depuis la version 3.0 de changer des styles, donc certains d'entre vous peut-être seront amenés à faire leur propre style s'ils en ont besoin. Donc encore merci à Stéphane qui a poussé, qui a eu cette initiative. Ensuite, comme le disait Benjamin, on est passé sur la dernière version de CK Editor 5. Ça a été compliqué, c'est la plus grosse partie du chantier 3.2 qui fait que aussi on a réalisé plutôt maintenant qu'à la fin juin comme on l'imaginait, parce que il y avait pas mal de complexité. L'objectif de CK Editor 5, c'est de simplifier l'interface. Donc c'est pas nous qui avons simplifié l'interface, c'est eux. Dans un objectif d'avoir un petit peu moins de boutons partout. On a quasiment les mêmes fonctionnalités. Par contre, attention, il y a des icônes qui ont changé, il y a l'accès à une fonctionnalité qui se trouve pas exactement au même endroit. Donc sur le wiki, on a essayé de faire une table de correspondance. Avec Vincent, on travaille à un doc utilisateur de ce CK Editor, ce qui n'existait pas avant. Mais normalement, c'est quand même plus sympathique. Ça a amélioré notamment la gestion des tableaux, qui n'était pas toujours simple, qui était un peu problématique. On avait pas mal de tickets de support sur des choses un peu bizarres parfois. Ça a amélioré aussi la gestion des images dans le HTML. Le dimensionnement des images, le positionnement des images a été pas mal amélioré. Donc voilà, on espère que ça sera positif et surtout ça nous permet d'être dans la dernière version de CK Editor qui est la librairie qu'on utilise. Enfin, dernier petit point dans les fonctionnalités, parce qu'on ne voulait pas non plus changer beaucoup de choses. On n'a pas encore eu le temps, on va en parler après, de changer le look du portail. C'était quelque chose qu'on voulait faire et qui va arriver dans les mois qui viennent. Néanmoins, suite à une demande de pas mal de clients au niveau de nos équipes, au niveau des partenaires, on a intégré une brique
qui est ici, que vous pourrez supprimer si vous voulez, qui permet de chercher rapidement dans l'ensemble des tickets. Donc, c'est pas une recherche globale dans tout ETOP dans le portail, uniquement dans l'ensemble des tickets, des informations basées sur la référence, le titre, la description du ticket, et donc d'accéder rapidement à quelque chose que vous voulez, sur lequel vous voulez commenter ou ajouter. Ça cherche dans les tickets ouverts, dans les tickets résolus, dans les tickets fermés. Voilà, si vous voulez la supprimer, parce que c'est une fonctionnalité que vous ne voulez pas, eh ben, il suffit de se connecter au designer, de supprimer la brique, et hop, ça revient comme avant. Donc voilà les quelques modifications qui ont été faites dans la 3.2. Elles sont assez peu disruptives et par défaut, tout ce qu'on a ajouté, à part cette brique dans le portail, ne fait rien. Donc il faudra mettre en place un peu de paramétrage pour faire tout ça. Donc je vais repasser la main maintenant à Benjamin pour qu'il vous parle de deux nouveautés que l'on a réintégrées concernant les administrateurs. Et oui, parce que c'est pas les seules nouveautés qu'on a mis dans la 3.2. On a quand même essayé d'apporter un peu de nouveauté au-delà de mettre à jour l'application. Donc on a apporté une nouvelle possibilité, c'est la possibilité de configurer de manière graphique vos authentifications déléguées et votre SSO. Donc on a intégré une bibliothèque qui gère plus d'une trentaine de fournisseurs OpenID et OAuth2. Et vous avez une interface graphique qui va vous permettre de configurer et de tester en direct la configuration de vos providers SSO. On a rajouté récemment, donc cette fonctionnalité elle existait mais elle n'était pas de manière graphique. Donc là on a ajouté la partie graphique et puis on en a profité pour rajouter quelques fournisseurs en plus, notamment Keycloak qui nous a déjà été beaucoup demandé. Une autre nouveauté de cette extension, c'est qu'aujourd'hui on peut configurer plusieurs fois le même tenant. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs clients, par exemple, qui sont chez Google ou chez Microsoft Graph, vous allez pouvoir configurer plusieurs Microsoft Graph, plusieurs délégations d'authentification ou de SSO chez le même provider. Donc au niveau de la configuration de l'authentification, dans la partie configuration, on avait avant un menu pour SAML, donc, qui permettait effectivement de graphiquement configurer des choses. Et donc pas mal de gens sont venus vers nous en disant c'est bien d'éditer un fichier PHP pour configurer OpenID et autres, mais on n'est pas forcément des experts, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir une interface graphique pour le faire? Donc on a mis ça en place, c'est quelque chose qu'on avait développé dans notre environnement SaaS à la base. Et donc en fait là le module, qu'est-ce qu'il permet de faire? Déjà il permet de restreindre les fournisseurs qu'on veut pouvoir utiliser. Okay, donc là tout de suite on ne voit que ce que l'on veut proposer à l'administrateur. Il permet d'activer, désactiver le service. Donc par exemple si je prends le service d'authentification OAuth de Google, on va devoir définir ce qu'on appelle un provider ID, donc la clé d'identification, un provider secret. Donc c'est sûr que si on ne sait pas ce que ça veut dire, on va pas forcément savoir comment il faut le remplir. Donc il faut quand même connaître l'autre partie de l'authentification, c'est-à-dire le côté configuration du côté du provider. En fonction du provider, on peut avoir plus ou moins de champs additionnels, puisque la librairie qu'on utilise derrière est capable de faire ça. Pour certains providers, on va être capable de faire ce qu'on appelle du provisioning d'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur se connecte pour la première fois, on va créer son compte, mais également son contact associé. Et on peut être amené, c'est une des fonctionnalités qu'on a fait évoluer, à configurer le label, l'icône correspondant au bouton que l'on va afficher aux utilisateurs dans la mire de login. Donc voilà, je configure mes différents paramètres. Donc, par exemple, ici, je vais mettre un nouveau secret. Je vais mettre mon ID Google ID X, Y, Z, etc. Donc pour des raisons de sécurité, ma machine là, elle va pas se connecter à Google. Je peux sauver ma configuration, je peux sauver et tester ma connexion. Là, quand on va faire ça, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir qu'on nous délogue automatiquement. Concernant le fournisseur d'identité, on va donner ici la page qui correspond à la landing page, qui correspond à eTop pour être capable de revenir dans eTop une fois qu'on est authentifié.
Donc là, quand je fais mon test, qu'est-ce que fait le système? Il met à jour la confitop, donc c'est toujours le même mécanisme de configuration, sauf que j'ai pas eu à l'éditer, et je me retrouve avec l'activation de mon bouton. Donc là, mon authentification Google est configurée. Je ne vais pas cliquer dessus parce qu'elle ne marche pas, mais le système me l'a mis en place. Ce que fait le système, c'est qu'il la met toujours en place à la fin des modes d'authentification, de manière à justement ne pas se bloquer la patte si on a mal configuré le système. Donc en tant qu'administrateur, je peux me reconnecter ici, mais ensuite, vous, en éditant la configuration, vous pouvez décider que ce soit le mode par défaut, et dans ce cas-là, on est redirigé automatiquement par Google. C'est le mode de l'authentification OpenID. Voilà, donc on a essayé de faire évoluer ce système-là pour faire en sorte que ce soit un peu plus intuitif ou simple à configurer pour certains administrateurs. On peut toujours le faire directement dans la conf si on était à l'aise avec le système de conf. Juste petite parenthèse, on a essayé de mettre un certain nombre de paramétrages. Quand il y a des paramétrages avancés et très techniques, c'est pas forcément l'interface qui va le gérer, donc il faudra compléter la conf pour pouvoir gérer des cas de figure parfois avancés. Donc voilà pour cette fonctionnalité-là. On a aussi rajouté une nouveauté pour l'administration. On avait la possibilité de déléguer certaines parties d'administration à des utilisateurs qui n'étaient pas admins. On a poussé la chose un peu plus loin en permettant aujourd'hui de déléguer la configuration de certains modules. Je pense notamment à des systèmes qui seraient sécurisés où le responsable base de données ne voudrait pas que l'administrateur ITOP ait accès à ces informations, et ben il pourrait verrouiller le fichier ITOP et ne déléguer que la configuration de certains modules aux gens qui vont travailler sur ITOP. Donc là, par exemple, on vous a mis un exemple, ça serait la possibilité de donner à certains profils le droit de bypasser des approbations. Voilà, donc là, on voit qu'on a un fichier de configuration qui est limité au module délégué. Donc voilà, ça fonctionne par profil comme c'est indiqué ici. Peut-être qu'on va faire une petite démonstration là-dessus aussi. Oui. Qu'en penses-tu? Donc voilà, donc juste pour compléter effectivement ce que disait Benjamin, il y a des protections, c'est-à-dire que c'est l'éditeur de fichiers PHP. Si certains s'amusent parce qu'ils ont regardé la doc GitHub à injecter la configuration d'autres modules, c'est ignoré. Le système vérifie que on ne modifie que ce que l'on a le droit de faire. Et si des gens injectent du code PHP malveillant, c'est protégé comme dans l'éditeur de conf. Voilà, donc là, maintenant, l'ensemble de la configuration d'ITOP peut être délégué, ce qui n'était pas le cas à 100% avant. Si je vous montre juste ce qui se passe pour un utilisateur qui aurait une délégation de configuration, là, je me reconnecte avec mon deuxième utilisateur, qui est une personne qui est ici. Elle va avoir le bouton de configuration, sauf que ce bouton de configuration est très très simplifié. Et quand elle va vouloir configurer des modules, elle va avoir l'interface graphique uniquement pour certains modules. Donc dans l'exemple qu'on a là, si on veut faire une enquête, on peut changer les valeurs pour l'échelle de l'enquête, on peut décider si elle est anonyme ou pas. On peut décider quels sont les profils qui peuvent bypasser le mécanisme d'approbation, mais tout le reste de la conf est non accessible. Donc ça peut être utile pour des grosses structures où certaines personnes seraient amenées à configurer certaines parties d'ITOP et pas d'autres. Donc voilà pour ces nouveautés. Et donc on va voir maintenant, après cette release 3.2 qui a lieu aujourd'hui, ainsi que la mise à jour des extensions dans le hub. Donc la plupart des extensions complémentaires ont été réalisées dans le hub aujourd'hui. On va voir ce qui va arriver dans les prochains mois. Et la suite pour la 3.2, donc à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités pour la 3.2. Hein. On a fait une version qui est la plus solide possible, mais ça serait quand même bien de vous amener des fonctionnalités et des nouveautés. Donc à l'heure actuelle, l'équipe est en train de travailler à un rafraîchissement du look du portail. On a eu quelques commentaires comme quoi maintenant que la nouvelle interface était vraiment moderne, le portail pouvait avoir un look un petit peu ancien. Et ben on va essayer de le mettre à jour et de le rendre un peu plus moderne et un peu plus attrayant.
On travaille également à un module multi-factor authentication. C'est aussi quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Donc là, le travail est bien avancé. Et évidemment, ces deux nouveautés arriveront et seront compatibles avec la 3.2. Donc on va essayer de vous fournir ça avant la fin de l'année, en tout cas. Et puis avant la fin de l'année aussi va arriver la version 3.2.1. Comme c'est une LTS et qu'elle démarre aujourd'hui, les mises à jour auront lieu à peu près tous les 3 mois. Donc d'ici 3 mois, vous devriez avoir une version 3.2.1 qui sortira. Voilà. Et juste pour info, ce nouveau module portail qui viendra en remplacement de celui qui existe aujourd'hui, ça sera le standard pour la version 3.3. Donc en 3.2, on pourra avoir l'un ou l'autre. Ce qu'on prévoit, c'est qu'en 3.3, ce soit ce nouveau look qui soit le portail par défaut. Donc en plus de ces évolutions, il y a aussi des mises à jour qui vont avoir lieu aujourd'hui dans le hub suite à un super travail de notre équipe intégration et de certains tiers de la communauté. Donc la première chose qu'on met à disposition maintenant, c'est la capacité de définir votre fuseau horaire dans eTop. Donc, c'est une extension qui fait pas de calcul de SLA en fonction des fuseaux horaires, des business hours des différentes zones du monde, mais qui va afficher toutes les données de type date dans le fuseau horaire de l'utilisateur en fonction de sa configuration. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. On a aussi, donc l'équipe intégration a fait pas mal d'évolutions suite à des retours qu'il y a eu des différents utilisateurs du module de téléphonie. Donc le module de téléphonie permet d'intégrer des appels et eTop directement dans eTop, de tracer ces appels, d'ouvrir automatiquement des formulaires ou des recherches par rapport à l'appelant. Il y a pas mal d'évolutions qui ont été faites, notamment pour tout ce qui est gestion des formats de téléphonie. Voilà, donc super travail fait qui va être disponible bien évidemment dans le designer pour nos clients et dans le hub. Et enfin, un super boulot suite aux premières versions qui ont été faites du collecteur Graph pour récupérer des informations dans Office 365 au niveau des utilisateurs, au même titre que le collecteur LDAP qu'on a fait il y a quelques années. Il y a eu pas mal d'évolutions pour pouvoir piloter automatiquement votre base de contact, vos équipes dans eTop à partir d'Office 365. Voilà, donc c'est une deuxième version qui va vraiment bien améliorer les choses et qui va être super. Et Office 365 étant de plus en plus présent, remplaçant nos bons vieux annuaires d'entreprise LDAP, et de plus en plus de gens basculent dans ce mode-là.